pour résumer, c'est notre référence en numérique. Donc nous, Marocains, et je vais lui donner donc la parole tout de suite pour nous parler de ce numérique dans l'enseignement supérieur en France, expérience et évolution possible. À vous la parole. Il faudra peut-être faire quelque chose pour que cet écran se retrouve ici. Bon, écoutez, d'abord c'est très émouvant d'entendre toutes ces belles paroles. Moi j'ai eu la chance dans ma vie de faire que ce qui m'amusait. Alors mon avantage et mon inconvénient, c'est que tout m'amusait. Alors des philosophes grecs à la montagne, au ski, au bateau, et j'en passe. Alors évidemment, les aimants finis avaient l'avantage que c'était une méthode générale qui permettait d'aller de la croissance des arbres, la simulation de la pollution dans le lac Léman, etc. Donc j'ai eu la chance de toucher de tout via les aimants finis. Alors, vous savez qu'il y a deux races d'anciens chercheurs ou de chercheurs. Il y a ceux qui sont infiniment bons dans un domaine de surface nulle. Alors, ceux qui ont fait des mathématiques savent que 0 multiplié par l'infini, ça peut donner n'importe quoi, donc très bon ou très nul. Et puis il y a ceux comme moi qui sont finalement bons en rien, mais intéressés par tout. Et il y a un de mes étudiants un jour m'a dit « Mais vous êtes plutôt un éternel étudiant attardé qu'un professeur ». Et j'adhère totalement à ce jugement. Bien, pour retourner à politesse à M. Dabounou, j'ai 3 articles. Bien, je voulais dire que parmi les 3 publications que j'ai co-signées, il y en a encore une qui est l'une des plus citées, c'est celle qu'a écrit, parce que c'est lui qui l'a écrit, Jawad Dabounou, sur une méthode très rusée pour intégrer des systèmes d'équations ODE partielles très non linéaires dans les grands systèmes de modélisation. Donc voilà, je ne sais pas si tu es au courant, je suis inscrit sur ResearchGate et toutes les semaines, j'ai des citations de son article. Alors je passe maintenant au sujet pour lequel je suis là, c'est au numérique. Alors, bon, je pense que le numérique, c'est d'abord un défi sociétal à très forte retombée économique et sociétale. Alors, se pose toujours la question des pourquoi. Pourquoi le numérique? Alors, je vais simplement lister l'intérêt que peut avoir le numérique pour les étudiants, pour les organismes de formation et pour la société en général. Pour ce qui est des étudiants, bon, on est tous d'accord que ça élargit l'accès à la connaissance, ça permet des formations plus variées, plus actives, plus motivantes. On utilise les outils pour lesquels la jeunesse est plutôt fan, l'image, les réseaux sociaux, le travail de groupe, tout ça. Renforcer l'autonomie par auto-formation, auto-évaluation. Et puis, sans doute aussi et surtout, faire un usage réfléchi du numérique parce que un des problèmes de nos étudiants, c'est l'avalanche d'informations qui leur tombe sur la tête avec la question « à quoi dois-je m'intéresser ? Est-ce que je dois m'intéresser à beaucoup de choses, peu de temps, à peu de choses, beaucoup de temps ?» Donc je crois qu'on a un problème dans notre société de sélection de ce à quoi il faut s'intéresser et ce sur quoi il faut perdre ou gagner son temps. Donc le numérique, ça permet, dans la mesure de leurs moyens et de leurs souhaits, à tous d'être à la fois étudiants, enseignants, chercheurs, créateurs, éditeurs. C'est sans doute le sens de la révolution à long terme du numérique. Alors je ne sais plus de qui est cette phrase, sans doute de François Tadei, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel, dont je vous recommande de visiter les publications. Alors, pour les organismes de formation, donc là, on est dans une autre logique, évidemment, d'adapter les pédagogies, sans doute aussi et surtout de modifier les relations enseignants-étudiantes qui ont finalement peu bougé depuis 50 ans, peut-être de revenir à des relations qui étaient celles des belles années, peut-être 1500, 1600, 1700, où l'enseignant était un guide plutôt qu'un chef. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants aspirent à un petit peu plus de liberté. J'ai eu la chance de participer à la création de l'Université de technologie de Compiègne, où dès le départ, on avait pris comme option que les cursus universitaires, donc l'enchaînement des cours, étaient personnalisables, où chaque étudiant pouvait décider, sous des contraintes quand même, mais des cours qu'il choisirait de suivre. Bon, un autre aspect important, c'est aussi de concentrer plus les enseignants sur leurs fonctions nobles,
que sont la définition de contenu, de cursus, de pédagogie, de démarche pédagogique. Alors qu'un enseignant passe un temps peut-être un peu trop élevé aujourd'hui à répéter des choses qui sait plus ou moins par cœur. Et j'ai souvent pensé qu'un prof qui s'ennuie à réciter et un amphi qui s'ennuie à l'écouter, ça ne peut pas forcément être très productif ou très efficace. Il y a une idée aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de service après-vente de l'établissement d'enseignement supérieur en formation initiale. Lorsqu'on a formé un étudiant, on laisse le bateau partir au large et on l'oublie, alors qu'on pourrait garder un lien, éventuellement d'ailleurs économique, ce qui n'est pas inintéressant, avec l'étudiant qui s'en va dans la vie active, en lui offrant un service après-vente de l'enseignement. Alors évidemment, il y a le côté trouver des ressources financières via la formation continue. Donc finalement, le numérique, c'est un outil d'évolution des universités, des universitaires, les deux étant en interaction compliquée. L'université n'est pas que l'union de ses profs, c'est un être plus compliqué. Alors parfois l'université suit ses profs, parfois les profs suivent la direction et parfois ils ne sont pas forcément d'accord. Alors pour la société en général, bien, la notion même de formation a suivi au cours des siècles une évolution évidente. Bon, on sent qu'aujourd'hui elle va encore changer brutalement avec l'apparition du numérique. Il y a tout ce qui concerne les publics empêchés, éloignés, handicapés, saisonniers, en chômage, etc. Donc le numérique leur offre un accès à la formation. Pour chaque société se pose la question de se positionner demain dans la société mondiale de l'information. Est-ce qu'on va être producteur? Est-ce qu'on va être seulement consommateur? Et on sent bien que la tradition qui consistait à hiérarchiser les pays par leur produit national brut ou par des chiffres purement économiques va évoluer vers une hiérarchisation basée beaucoup plus sur leur bilan des échanges informationnels. C'est-à-dire que certains pays vont être très consommateurs, donc soit ils vont se faire influencer culturellement par les autres, soit ils vont acheter l'information. Et d'autres pays vont être exportateurs, bon, c'est largement le cas des États-Unis aujourd'hui, et par ce biais-là, ils vont faire une domination à la fois culturelle et économique des autres pays. Donc il faut que chaque pays se positionne assez rapidement pour éviter d'être envahi informationnellement, je ne sais pas si le terme est correct, mais je l'invente. Et puis, un sujet, bien, c'est la raison sans doute de notre présence ici, qui est la coopération internationale. Elle consistait souvent à envoyer des profs qui faisaient 3 jours de cours et 15 jours de vacances ou de tourisme. Bon, on peut trouver des moyens un petit peu plus pérennes, stables, en particulier par la coproduction de ressources numériques entre les pays où chacun apporte ce pourquoi il est le plus compétent. Donc le numérique, outil d'une nouvelle société de la connaissance, ouverte à tous, tout le temps, partout. Alors, moi, je vous propose de faire un petit parcours personnel dans le monde du numérique qui, finalement, revisite ce qui s'est passé en France depuis une douzaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc, moi, j'ai commencé en tant que directeur d'école d'ingénieurs à faire des petits essais d'amateurs autour du numérique sous l'impulsion des étudiants qui m'avaient dit à l'époque, nous, on est des enfants de l'image, on voudrait faire des choses autour de l'image. Et ça nous a conduit à faire un premier serveur multimédia en sciences de l'ingénieur, ça nous a conduit à créer une lignée de colloques, dont le prochain TIS 2014 se déroule à Béziers, donc je vous y invite tous. Ça nous a conduit après à faire des choses au sein du réseau des INSA et des universités de technologie. Ensuite, sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a eu lieu l'opération Campus Numérique, donc grand appel d'offres national pour faire des expérimentations d'usage du numérique dans la formation continue. Et bon, un de ces campus s'appelait Mekagora, et mon épouse en était responsable, et on est venu à cette époque présenter ce projet à l'ENSAM de Meknes avec un succès que je qualifierais de mitigé. C'est-à-dire que quand on est parti, on devait faire plein de choses, et finalement, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Ensuite, j'ai été amené avec un collègue de Montpellier à faire un bilan des campus numériques et on avait dit c'est bien, mais il y a eu trop de campus, 63, trop peu financés, pendant trop peu de temps, on peut faire mieux.
D'où un mot de notre ministre de l'époque, Claudie Aigneret, l'astronaute connu. Elle a dit « Je vais créer des universités numériques thématiques, dont au moins 2, une en sciences de l'ingénieur et une en médecine ». Alors le problème, c'est que sous le mot de ministre, il y avait un contenu à peu près vide, on ne savait pas ce que c'était. Donc on a travaillé un certain temps pour définir cette notion d'université numérique. Alors s'en sont créées donc les 2 premières, puis ensuite 5 autres dans les grands secteurs disciplinaires. Donc les universités numériques sont des fédérations d'organismes qui s'assemblent, qui travaillent ensemble pour accélérer le développement du numérique, donc par des méthodes diverses, promotion de l'ouverture, la mutualisation, diffusion, financement, création d'outils, formation, etc. Donc ce sont des objectifs qui sont assez analogues à ceux d'IOMED. Alors aujourd'hui, vous avez des milliers de ressources numériques, libres d'accès, validées, indexées, structurées, et sur lesquelles des moteurs de recherche travaillent sur des champs, donc de manière un peu plus fine que le travail à l'aveugle de Google. Et on y trouve des cours, des supports de cours, simulateurs, conférences, TP virtuels, jeux sérieux, etc. Alors ici, je vais donner un certain nombre d'adresses Internet, donc je ne vais pas détailler tout ça, mais le but était de vous donner ce PowerPoint pour que vous puissiez après, éventuellement, aller visiter un certain nombre de choses. Alors l'association IOMED, qui était une extension internationale de cette notion d'université numérique thématique, non thématique d'ailleurs. Ensuite est arrivé un projet, on avait répondu avec 25 partenaires du NIT à un appel à projet de ce qui s'appelle les investissements d'avenir en France, pour créer un prototype d'université de technologie ouverte, mais pluripartenaire, c'est-à-dire s'appuyant sur les bras, les ressources, les moyens de 25 établissements d'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un projet de 4 ans qui est à peu près au milieu du gué, avec plusieurs volets. Un volet sur le transfert des résultats de recherche, un volet sur la géomatique. Et à ce sujet, ce projet a donné naissance à un certificat supérieur de géomatique et application qui est opéré conjointement entre l'École nationale de géographie de France et le HTP, l'école Hassania des travaux publics de Casa. Donc voici la publicité. Alors il y a eu un premier groupe d'étudiants en septembre dernier, le suivant aura lieu en septembre prochain. Et je crois qu'il y a déjà à peu près 80 étudiants inscrits. Et après, bien, dernier étage de la fusée, ça a été le projet France Université Numérique, donc que je ne détaillerai pas, Anne va s'en charger. Alors en résumé, on a eu une montée en puissance des niveaux de collaboration, parce que comme ça a été dit à la fois par M. Benani et M. Demougin, finalement le numérique et les établissements ont tout intérêt à travailler dans des logiques de réseau et de coopération. Moi je crois beaucoup qu'à 2, 3 ou 5, on fait beaucoup plus que 2, 3 ou 5 fois plus que seul. Alors, premier projet, c'était une école, après 2 réseaux d'écoles, après des groupes d'établissements, après une action nationale, etc., puis action internationale. Alors, je vais vous passer un tout petit film un peu que certains connaissent peut-être déjà, qui est UNIT et les étudiants. Ah oui, mais je ne vais pas avoir le son. Est-ce que vous avez un fil pour le son? Non, tu mets le micro sur le... Ah voilà, très bonne idée. Alors. Merci. Salut. J'ai cramé pour trouver ce que je cherchais, la vraie galère. Dur. Et toi? Ça passe comment? Ça va. Ça a l'air? T'es bien foutu quand même. T'es sur quoi là? J'ai trouvé ce que je cherchais sur le net. Un cours de mécanique appliquée. En fait, j'en ai même trouvé plusieurs. Sur quel site? UNIT. UNIT? C'est quoi? C'est une université numérique pour les ingénieurs et les techniciens. J'ai même trouvé un cours avec des gars de chez Renault. C'est là où je postule pour mon stage de fin d'études. Ils seront contents que je regarde leurs cours avant mon stage. Je saurais quoi dire. Coup de bol. C'est autre chose que nos cours, crois-moi. Ouais. Et sur l'environnement, y a rien qui pourrait m'aider? Attends, je regarde. Tu bosses sur les inondations, c'est ça? La prévision des inondations.
Y a rien, j'en étais sûr. J'ai déjà regardé sur Google, j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai trouvé plein de trucs, mais rien qui correspond vraiment à ce que je cherche. Ah, laisse tomber, perds pas ton temps. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y en a plusieurs. Tiens, choisis celui qui te plaît. Ah ouais? Et tu peux me les filer tous? Je les regarderai dans le train. Ouais, bien sûr. C'est quoi déjà ton site? UNIT est une université numérique thématique nationale consacrée aux sciences de l'ingénieur et à la technologie qui a pour objectif la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques de qualité destinées à tous. Alors, si on veut la symétrie, je peux vous passer la même chose, mais vue sous l'angle des enseignants. Alors. Je peux faire quelque chose pour toi? Je cherche des images pour illustrer mon cours de thermodynamique de 3e année. Et je me demandais si tu n'en aurais pas quelques-unes. Moi non, mais je sais où je peux en trouver. Je vais voir ce qu'il y a sur UNIT. UNIT. UNIT, c'est une université numérique qui référence des cours de collègues sur Internet. C'est plutôt efficace. Tu utilises souvent le site là? Bien sûr, ça me permet de trouver des idées, des morceaux de cours, des animations, des schémas, des extraits vidéo. Ça me fait gagner du temps, puis ça me permet de voir ce qui se fait, de suivre le mouvement. Et tes cours, tu les mets en ligne, toi? Bien sûr, il faut que tout le monde en profite. Moi, j'oserais pas. Ah bon, pourquoi? Je sais pas si leur forme convient, en fait. Oh, tu sais, quand on voit ce que font les autres, il n'y a pas de quoi faire des complexes. Je pense qu'il faut faire comme les anglo-saxons, faut pas se poser de questions. Après, les utilisateurs choisissent. T'as pas peur de te faire voler des trucs? Tu sais, on passe son temps à prendre des choses ici ou là dans le métier. Moi, si je prends des choses chez certains, il faut bien qu'ils puissent faire pareil. Le partage des connaissances, c'est ce qu'on fait dans la recherche, non? Alors pourquoi pas faire la même chose dans l'enseignement? Puis moi, si on me prend mes idées, je prends ça comme une reconnaissance. Ça veut dire que ce que je fais, c'est intéressant. Ouais, comment tu fais quand tu veux faire des mises à jour? Comment tu peux être sûr que les gens utilisent la dernière version de ton cours? Facile, le cours est sur mon serveur, il bouge pas. Le portail UNIT ne fait qu'orienter les utilisateurs vers les cours selon des critères pédagogiques. T'as pas l'air convaincu. Si. Tu sais... Bon. Alors, j'ai mis dans cette présentation toute une série d'adresses et de pointeurs pour ceux que ça peut intéresser. Alors, je ne vais pas du tout les montrer ici. Je vais simplement vous montrer un exemple de ressource qui est le portail qui s'appelle Thermoptime sur la thermodynamique. Alors, est-ce qu'il veut bien démarrer? Considéré jusqu'ici comme particulièrement difficile par des générations d'étudiants et d'ingénieurs, la thermodynamique appliquée aux systèmes énergétiques dispose désormais d'une méthode d'apprentissage originale et extrêmement simplifiée, basée sur l'utilisation du simulateur Thermoptime et des modules de formation à distance sonorisés Diapason. Le nouveau paradigme pédagogique s'appuie ainsi sur deux innovations rendues possibles par les TICE, l'une spécifique de la discipline et l'autre beaucoup plus générique. Cet écran montre les principales équations qu'il faut introduire pour étudier avec une précision raisonnable les performances de la plus simple des turbines à gaz dans le cadre d'un cursus classique. Il est bien sûr possible de simplifier, mais le modèle devient alors caricatural. Les équations décrivant la compression apparaissent en haut à gauche en marron et celles pour la détente en haut à droite en bleu. Ce sont les plus simples. Les plus compliquées sont celles en rouge en bas à gauche qui permettent de déterminer la composition des gaz brûlés en sortie de chambre de combustion. Dans tous les cas, les propriétés des gaz font appel aux équations présentées en noir en bas de l'écran. Elles sont nécessaires pour calculer les propriétés énergétiques de chacun des fluides mis en jeu. Tout bien considéré, c'est au moins une quarantaine d'équations qui doivent être prises en compte pour obtenir un modèle à peu près vraisemblable de la turbine à gaz. Construire un modèle de turbine à gaz avec Thermoptime relève d'une logique radicalement différente de celle qui était traditionnellement mise en œuvre. Concrètement, comme le montre cet écran, le modèle est construit par assemblage d'icônes placées sur le plan de travail d'un éditeur de schéma, l'architecture de la machine étant très proche de son schéma physique. Chaque composant étant...
Bon, je vous incite à regarder la suite sur le site de votre université, où j'espère que tout ça sera mis bientôt. Alors, je passerai sur la liste des références que j'ai mis ici, pour simplement, en guise de conclusion, dire que l'évolution de tout ce qui est numérique est extrêmement rapide en ce moment, que ce soit les outils, les usages, les modes, et qu'il faut résister. Vous savez qu'en informatique, on a inventé un nouveau langage tous les 2 ans. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à apprendre des langages informatiques, et les heures que j'ai passées à apprendre PL1 ne me sont pas très utiles aujourd'hui. Donc je pense que sur toutes les modes, il faut garder un petit peu de réserve. Alors bon, les MOOC, on en a parlé, il y a une focalisation brutale sur les MOOC. Un problème important, c'est la concurrence internationale qui se fait jour, alors tant au niveau des produits gratuits que payants. On sent bien qu'il y a un impact sociétal important, mais on n'arrive pas bien à le prédire, donc il faut rester très ouvert. Et par contre, on voit que toutes les composantes de la société, bon, les universités, les individus, les gouvernements, les entreprises, sont toutes très sollicitées par le numérique et se posent toutes des questions. Et je pense que le vrai problème des universités, c'est que si on ne reste pas à la pointe de cette évolution, on risque de perdre, si ce n'est nos crédits, au moins notre âme, ou l'inverse, comme vous préférez. Bon, les MOOC, je ne vais pas en reparler, tout le monde en parle. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens de la société, MOOC égale formation en ligne, hein, en oubliant l'étymologie exacte. En fait, il y a un effet tête de gondole sur lequel il faut certainement surfer, mais en se disant qu'en fait, on a besoin de toute une panoplie de formations différentes pour différents types de besoins, différents types de publics. Alors là, je vous donne l'adresse de la plateforme nationale MOOC dont parlera Anne, où il y a aujourd'hui 37 MOOC, dont 2 nouveaux hier ou avant-hier. Alors, je vais terminer par une remarque qui était écrite en bas latin et qui date de 1498 et qui disait, après traduction, « Que vont devenir les professeurs maintenant que tous les livres vont diffuser le savoir, au moins aux riches capables de s'en offrir et à ceux qui savent lire, bien sûr. » Donc on peut transposer ça à notre situation d'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci, professeur Gilbert, donc, pour ce partage de l'expérience du numérique français.